On va s'attaquer aujourd'hui à une idée reçue assez tenace en finance. L'idée que le risque d'un portefeuille, c'est juste une simple addition. Mais en réalité, la dynamique est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et la comprendre, c'est tout simplement essentiel. Alors la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Comment le risque se combine-t-il vraiment? Si la première réponse qui vient en tête, c'est on additionne les risques de chaque partie, alors préparez-vous, parce que cette intuition, même si elle est très courante, elle est complètement trompeuse. Voilà l'idée la plus simple, la plus intuitive. On prend le risque de l'actif A, on ajoute le risque de l'actif B, et voilà. Sauf que cette approche, elle n'est pas juste fausse, elle est carrément dangereuse. C'est le genre de petite erreur de calcul qui peut coûter une fortune en finance. Donc, on oublie ça tout de suite. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que cette simple addition ne fonctionne pas? C'est parce qu'un portefeuille, ce n'est pas juste une collection d'actifs posés les uns à côté des autres. Le vrai risque, il n'émerge pas des actifs eux-mêmes, mais de la façon dont ils interagissent. Et ça, c'est vraiment le point central. Ce sont ces relations, ces dépendances, parfois presque invisibles, entre les actifs, qui vont définir le risque global du portefeuille. Il faut vraiment arrêter de voir ça comme un simple panier de courses. C'est un système, un réseau, où tout est interconnecté. D'accord. Mais alors, comment on fait pour mesurer ces fameuses interactions? Il nous faut un outil mathématique capable de quantifier cette dynamique cachée. Et cet outil, ça s'appelle la covariance. La covariance, en termes simples, c'est quoi? Imaginez deux danseurs. S'ils ont tendance à bouger de manière synchronisée, en même temps dans la même direction, leur covariance est positive. S'ils font systématiquement l'inverse l'un de l'autre, elle est négative. Et si leurs mouvements n'ont absolument rien à voir, qu'il n'y a aucune coordination, alors elle est proche de zéro. C'est exactement la même logique, mais appliquée au rendement des actifs financiers. Petite précision importante, attention à ne pas confondre la covariance et la corrélation. La corrélation, c'est la version propre si on veut. Elle est normalisée entre -1 et +1, donc elle est super facile à interpréter. La covariance, elle, c'est la mesure brute qui dépend des unités. Et ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est que pour construire un portefeuille, on utilise directement cette covariance brute. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne l'ampleur des mouvements, pas seulement leur direction. Ok, maintenant qu'on a la clé pour comprendre la relation entre deux actifs, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de voir comment ça marche pour un portefeuille entier. On va, en quelque sorte, construire la carte maîtresse de toutes ces interactions de risque. Alors, pour un portefeuille avec juste deux actifs, voilà la formule de la variance. Regardons-la de plus près. Les deux premiers termes, ça c'est simple, c'est le risque de chaque actif, pris individuellement et pondéré. Mais le morceau vraiment capital, c'est le troisième terme. C'est lui le terme d'interaction, celui qui contient notre fameuse covariance. Et il faut bien insister là-dessus. Ce terme d'interaction, c'est souvent lui qui a le plus de poids dans l'équation. C'est là que se niche le véritable risque caché du portefeuille. C'est lui qui va dicter la vraie nature du risque global, bien plus que les risques individuels. Mais alors, que se passe-t-il si on a 3, 10 ou 100 actifs? La formule devient un cauchemar, c'est ingérable. Et c'est là qu'intervient un outil d'une puissance et d'une élégance folle. La matrice de covariance. Regardez comment c'est organisé. Sur la diagonale, on met les variances de chaque actif, donc leur risque individuel. Et partout ailleurs dans la matrice, on met les covariances entre chaque paire d'actifs possibles. En un seul tableau, on a toute l'information sur le risque du système. C'est la carte complète. Et avec cette matrice, le calcul du risque devient incroyablement simple et puissant. Le risque du portefeuille au carré, c'est juste le vecteur des poids multiplié par la matrice de covariance remultiplié par le vecteur des poids. C'est tout. Cette petite équation, c'est littéralement la pierre angulaire de toute la gestion de portefeuille quantitative moderne. On a donc cet outil qui est extrêmement puissant, mais il a une faiblesse critique même, une vérité qui dérange un peu. C'est que parfois, cet outil si élégant, il se brise. Parce que la question qui change absolument tout, la voici. Que se passe-t-il quand une crise éclate? Quand les marchés sont en pleine panique, que devient notre belle matrice qu'on a si soigneusement construite à partir du passé? En pleine crise, la dynamique des marchés est complètement bouleversée. Les volatilités, elles, explosent. Et surtout, les corrélations, elles, se mettent toutes à grimper vers 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les beaux effets de diversification qu'on avait calculés, ils disparaissent. Tout se met à chuter en même temps. La structure même des dépendances sur laquelle on avait bâti notre modèle s'effondre. Et les données du passé ne nous servent plus à rien. La conclusion est brutale. La matrice de covariance, calculée sur des données historiques, devient obsolète. C'est un peu comme avoir un parapluie qui se dissout au moment où il commence à pleuvoir. L'outil nous lâche précisément au moment où on en a le plus besoin.
Et ça mène à une sous-estimation massive et donc très dangereuse du risque. Alors, face à ça, que font les professionnels? Est-ce qu'ils jettent l'outil à la poubelle? Non, ils le rendent plus solide. Ils le renforcent pour qu'il puisse résister aux conditions extrêmes du monde réel. Pour faire ça, il y a toute une panoplie de techniques avancées. Par exemple, au lieu d'utiliser des données qui datent de 10 ans, on va se concentrer sur des fenêtres plus récentes pour mieux capter la dynamique du moment. On va aussi appliquer des filtres statistiques pour nettoyer la matrice du bruit de marché, de toutes ces petites fluctuations aléatoires qui ne veulent rien dire. Et surtout, on ne se contente pas de regarder le passé. On simule des scénarios de crise extrême, on fait des stress tests pour voir comment le portefeuille se comporterait dans le pire des cas. Toutes ces techniques, en fait, elles montrent un changement de philosophie qui est fondamental. L'objectif, ce n'est plus de chercher une précision mathématique parfaite, qui de toute façon est une illusion en cas de crise. L'objectif, c'est de construire un modèle de risque qui soit robuste. Un modèle qui peut plier sous le choc, mais qui ne va pas rompre. Alors, après tout ce cheminement, quelle est la conclusion la plus importante à retenir? Elle se résume en une seule phrase, qu'on va découvrir en 2 temps. D'abord, ceci: le risque n'est pas dans les actifs. Il est dans leurs relations. Voilà la leçon fondamentale. Tout ce qu'on a vu, de l'erreur de la simple addition jusqu'aux limites de la matrice de covariance en temps de crise, tout nous ramène à cette seule et unique idée. Pour vraiment comprendre le risque, il faut arrêter de regarder les actifs comme des points isolés et commencer à voir le réseau, la toile complexe qui les relie. C'est là-dedans, dans ce réseau, que tout se joue.